Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans l'univers de la chanson, vous avez à peu près tout fait sous votre nom, mais aussi à travers un grand nombre de pseudonymes. Des micros vous ont permis de creuser votre sillon. Aujourd'hui, vous racontez dans un livre le roi du micro-sillon, Eddie Barclay. Bonjour. Quelle belle introduction. Bonjour François Vernem. Vraiment, on sent le poète. Hein. Micro-sillon et... Sillon et micro-sillon, oui, c'est bien. C'est très bien, Jacques. Très bien. Alors, vous avez un parcours étonnant à la fois de chanteur, d'auteur, de compositeur. Et ce livre, Eddie Barclay et moi, qui est sorti au Cherche Midi, qu'on va évoquer d'ailleurs presque tout au long de l'émission en filigrane. Et on va évoquer votre parcours aussi, François Vernem, parce qu'il est important. Alors, j'ai trouvé une date qui est importante aussi dans votre parcours. Le 24 avril 1967, la sortie de votre premier disque. Écoutez. C'est toi qui as gâché notre vie. C'est un collector, les Roche-Martin. Ça fait drôle d'écouter ça maintenant. Je crois que c'est vendu à 92 exemplaires, le disque. Oh oui, allez, on n'avait qu'à en enlever 2, ceux de mes parents, puis ça... Alors, il se trouve que les Roche-Martin, ce sont vraiment vos débuts dans la chanson, François Vernem, et je crois que c'est né en Espagne sur une plage. Exactement, je suis en vacances avec mes parents, j'ai 17 ans, et je repère sur une plage 2 jeunes femmes blondes et magnifiques. Je ne sais pas qui elles sont, bien sûr, tout de suite, mais je vois un essaim de mâles espagnols, c'est en Espagne. Près de Barcelone, oui. Près de Barcelone. En Espagne. Et j'essaye de me frayer un chemin, parce que je me dis quand même, c'est 2 Françaises. Je vois bien que c'est 2 Françaises. Et j'y arrive finalement à coup de reptation avec ma serviette, et je m'installe à côté d'elle. Et oui, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté, voilà. Pratiquement. Vous étiez dans le même hôtel, c'était l'hôtel Coulon, je crois d'ailleurs. Là, c'est l'hôtel Colomb. Colonne. Et c'est Véronique Sanson et sa sœur. Exactement. Et donc, Violaine, d'ailleurs, dont vous êtes un peu amoureux, c'est plutôt de Violaine que vous êtes... Pas un peu, totalement. Voilà. Et il se trouve que vous jouez de la guitare et que les 2 jouent du piano. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? On parle musique très vite, et puis très vite, on se retrouve autour d'un piano, et moi avec une guitare, et on se met à chanter. On se met à chanter ce qu'on connaît, c'est-à-dire des chansons un peu en anglais. Elles sont très anglophiles, les filles. Et puis moi, je suis de l'époque aussi un peu des Beatles, etc. et tout ça. Donc on commence à chanter, on chante « Show me the way to go home ». Et on chante à une voix, 2 voix. On s'aperçoit que nos voix se marient plutôt pas mal, et surtout qu'on rigole beaucoup, tous les 3. Donc, de retour à Paris, vous écrivez quelques chansons. Oui. Et puis un jour, au cours d'un goûter, Colette Sanson, qui est la mère de Véronique Sanson, va casser le morceau. Elle nous fait un piège. Pourriez-vous jouer pour quelques amis que j'ai Évidemment, bien sûr. Alors, on se retrouve dans un salon, chez Violaine et Véro, et chez Colette aussi, bien sûr. Et là, sur des bergers à Louis XVI, bien installés, il y a 4 ou 5 femmes d'un âge, je dirais, moyen, qui sont là. Bon, on choue, parce qu'on n'a rien à refuser à Colette Sanson, qui est quelqu'un d'absolument formidable. Et puis, à la fin de nos petites prestations, qu'on a fait 5-6 chansons, on a quelques applaudissements mesurés, mais en tous les cas enthousiastes. À ce moment-là, un homme se lève, qu'on n'avait pas vu, était planqué, et qui s'appelle Alain Dericoux, et qui est le directeur des éditions Pathé Marcollis. C'est-à-dire Colette avait convoqué, avait demandé aux éditions à Alain Dericoux de venir. On ne le connaissait pas du tout, et elle le connaissait à peine, je crois, par des amis interposés. Voilà. Et Daniel Sanson, le père de Véronique, n'était pas là. Je crois que Daniel Sanson, au départ... René Sanson, oui. Et était un homme extraordinaire, c'est un avocat, un résistant, qui s'est occupé aussi de beaucoup de comités de résistance après la guerre. Exactement. Et d'ailleurs, je crois qu'à chaque année, le 6 décembre, c'était la Saint-Nicolas, et on chantait pour la Saint-Nicolas chez les Sanson. Non seulement on chantait, mais aussi c'était la tradition, il m'avait converti à cette tradition, s'il fallait se faire des cadeaux, mais accompagnés de poèmes. Exactement, chacun écrivait un poème. Chacun écrivait un poème, et c'était très joyeux, très gai. Moi qui suis plutôt Noël, parce que j'étais petit chanteur à la Croix de Bois, oui. Alors je chantais Noël aussi dans les églises. Là, ça me changeait beaucoup, mais en même temps, je trouvais ça formidable, parce qu'il y a une très très bonne ambiance chez les Sanson. Alors, Alain Dericoux écoute votre chanson, et vous êtes convoqué dans un studio où il faut trouver un nom, parce que les Roche-Martin, c'est venu pas comme ça. Oui, non, ça, plus simplement, Alain Dericoux nous présente
nous prend rendez-vous avec un garçon qui s'appelle Michel Berger, que vous connaissez à peine. Oui, hein, qui est directeur artistique, je crois, des disques à l'époque, de la maison de disques. Pathé Marconi. Pathé Marconi, et qui a fait un succès avec les Girafes de Bourville. Vous en savez plus que moi, là. Moi, je sais que quand je le rencontre, Michel, il a un succès avec une chanteuse qui s'appelle Patricia. Exactement. Et ça s'appelle « Quand on est malheureux, quand on est malheureux ». Et Bourville était juste avant. Et d'ailleurs, ben, c'est avec l'argent gagné pour Bourville qu'il a financé son premier 45 tours, « L'amour, tu n'y crois pas ». Vraiment, vous êtes un érudit, Jacques, vous me sidérez là. Alors, il se trouve donc que vous êtes en studio avec lui et avec Claude Michel Schoenberg aussi. Alors Claude Michel fait partie de l'équipe de Pathé Marconi. Il est donc salarié comme directeur artistique avec un garçon qui s'appelle aussi Jacques Sclingant. Ils sont 3, c'est un triumvirat qui décide un peu de l'avenir artistique de Pathé Marconi à ce moment-là. Et donc, vous enregistrez les 4 chansons. On enregistre 4 chansons. Comme vous le savez, c'est pas un succès mondial. Et alors après, on réenregistre aussi. Ils insistent. Je vois bien que Michel lorgne un peu sur Véro et que Véro lorgne un peu sur Michel. Donc le groupe qu'on a appelé les Roches-Martin, allez donc savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas non plus. Je crois que c'est dans l'annuaire des noms communs. On ne savait pas comment ça s'appelait. Ouais. Les 3 machins, les 3 trucs, le trio, le truc. Bref, rien ne nous convenait. Donc on a fermé les yeux, on a ouvert un bottin et à tour de rôle, on a mis le doigt sur le premier nom qui était sous notre doigt. Et je crois que tout s'est concrétisé aussi par un week-end en Bretagne. Alors, chez la mère de Claude Michel Schoenberg. Vous savez plein de choses. Oui, chez la mère de Claude Michel qui habite Vannes. Et on a fait les fous un peu dans les rues. On s'amusait beaucoup avec Michel et avec Claude Michel aussi. On a simulé un hold-up où on enlevait Véronique. Voilà. Finalement, c'est Michel qui a enlevé Véronique. Un peu ça, oui. Ça s'est terminé comme ça. Alors, effectivement, son début dans la chanson, après une jeunesse difficile, parce que vous avez vraiment vécu, vous dites toujours, une jeunesse pauvre mais digne, François Bernheim. Oui, mais mes parents étaient nés en 1921 tous les deux. Ils étaient jumeaux, étaient nés à un jour près. Mais ce sont des gens qui ont eu évidemment leur jeunesse gâchée par l'occupation. Nous, on ne sait pas ce que c'est que l'occupation, mais eux le savaient. Et ils étaient passés à côté vraiment de leur jeunesse. Alors, ils auraient dû faire des études, ils auraient dû avoir des situations plutôt pas mal. Et parce qu'ils étaient issus aussi de gens qui n'étaient pas fortunés à cette époque-là. Et bon, c'était des fonctionnaires qui étaient... on n'avait pas d'argent, quoi, tout simplement. Et oui, vous viviez dans 16 mètres carrés, je crois, et que votre première chambre, vous l'avez eue à 12 ans. Exact. C'est pas facile, mais avec une passion de la musique, et je crois que cette passion est née... Bon, il y a eu les petits chanteurs de la Croix de Bois. Absolument. Vous avez été intégré comme ça? Alors, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. L'empilage des voix, les millefeuilles avec les voix. Et puis moi, j'avais la chance d'être soliste. Alors, je peux vous dire que bon, voilà. Et le fondateur, on oublie que c'est Paul Berthier qui était le grand-père de France Gall. Non, mais alors là, vous en connaissez encore un peu plus que moi. Il y a des liens, France Gall, Michel Berger. C'est incroyable ce que vous me racontez là. Alors, il se trouve aussi que la découverte de la musique, je crois que c'est une guitare rouge. C'est ça. Pendant une année, j'ai été malade. Bon, j'avais une espèce de mononucléose qui arrive beaucoup aux ados. Donc, à 14 ans, mes parents m'ont offert une guitare rouge qui me suit toujours, je l'ai toujours. C'est une guitare porte-bonheur. Je crois que jamais je pourrais m'en séparer, mais elle est très difficile à accorder parce que tout est un peu rouillé, tout est un peu dur. Mais finalement, ce symbole, moi, me suit partout. C'est comme les vêtements. Moi, je suis assez superstitieux là-dessus. Oui, et d'ailleurs, je crois que vous avez passé les 2 bacs avec la même blouse. Oui, ça c'est vrai, parce que, encore une fois, c'est une symbolique. Quand on réussit quelque chose habillé de telle façon, mais ça bat des chaussettes à tout. Hein. Là, on s'est dit qu'on ne peut pas faire autrement, donc on va réussir avec les mêmes vêtements. Vous savez, par exemple, Richard Gasquet, qui est un joueur de tennis, il utilisait toujours la même balle quand il avait gagné un point. Et bien, c'est un peu la même chose. Exactement. Et puis, il y a eu aussi le TEPAS, car le TEPAS, d'ailleurs, on a oublié qu'il a été inventé par le grand-père de Jean-Michel Jarre, qui s'appelait Marcel. C'est authentique. Et je crois que le TEPAS a été très important dans vos jeunes années aussi. Oui, mais ma mère préparait l'opéra comique. Elle voulait absolument être chanteuse d'opéra. Elle chantait très, très bien.
Et elle avait acheté un TEPAS pour écouter Luis Mariano, pour écouter ses gloires de l'époque, Tino Rossi, etc. Moi, j'ai été baigné là-dedans tout de suite. Paris, c'est du champagne et de l'amour. Hein. Bon, et je chantais avec elle, et tout ça se passait évidemment à l'ombre, je ne dis pas à l'ombre, mais avec la complicité du TEPAS. Exactement. Et la chanson vous a marqué à tel point que votre premier concert, c'est les Beatles à l'Olympia, à l'époque où ils n'étaient pas encore des stars. Exact. Je chantais She Loves You. Oui. Ma mère m'a emmené. Elle ne voulait pas que j'y aille seul. Mais je l'ai laissé faire, après tout. Mais je souhaitais qu'elle était gentille quand même avec moi. C'est pas mon père qui aurait fait ça. Mais lui, mais oui, j'ai vu les Beatles à l'Olympia. J'ai eu la chance de les voir avec Sylvie Vartan, avec Trini Lopez, en première partie. Pierre Vassiliou aussi était. Pierre Vassiliou également, dont je m'occuperai plus tard. Extraordinaire. Alors, ce qui est fabuleux aussi, c'est que ce concert des Beatles à l'Olympia a été décrié par la presse. Il y a des archives Gaumont terribles et qui sont partis aux États-Unis et qui ont été des stars ensuite. Bien sûr. Alors là, les gens s'en allaient d'ailleurs parce que vous savez, c'était pas équipé de la même façon qu'aujourd'hui l'Olympia. Il y avait des baffles, des grands baffles à moitié de la salle, de chaque côté. Ceux qui étaient sous les baffles, c'était insupportable. Donc ils se barraient, évidemment, ils s'en allaient. Au revoir. Ils l'ont regretté, je pense, ensuite. Ils l'ont regretté. Enfin, moi, de toute façon, je suis resté jusqu'au bout, je peux vous dire, je pouvais mourir là. Et vous allez rester pour évoquer une autre date, le 1er septembre 1968. Exact. À tout de suite sur Sud Radio avec François Bernem. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bernem. Ce livre, Eddie Barclay et moi au Cherche Midi qui est sorti. Bon, on a commencé à évoquer votre parcours, vos jeunes années avec les Roche-Martin. Mais justement, quand on parle de ce livre, le 1er septembre 1968 est une date importante car c'est ce jour-là que vous avez commencé à travailler comme assistant d'Eddie Barclay. Exact, je suis arrivé... Il m'a engagé comme assistant. Si vous me posez la question de savoir pourquoi, je vous répondrai, je ne sais pas. Ah bon? Si vous me posez la question qui m'a recommandé à lui, je vous répondrai, je ne sais pas. Ça reste une énigme pour moi, parce qu'un jour j'ai reçu un coup de fil. C'était sa secrétaire, s'appelle Denise Molvinger, je l'ai su après bien sûr. Monsieur Bernem, oui, est-ce que vous voulez venir demain? Monsieur Barclay aimerait vous voir à 10h dans son appartement. Je suis un peu estomaqué. J'avais entendu parler d'Eddie Barclay comme étant évidemment quelqu'un de très important dans le disque, dans les chansons, parmi les artistes. Mais je ne savais pas du tout, je l'avais jamais rencontré. Et je ne sais pas du tout pourquoi je me retrouve un jour chez lui, dans un minuscule bureau, où je m'assois sur une minuscule chaise, alors que moi j'ai 21 ans et lui, il est à l'âge de mon père, c'est-à-dire que il est né en 1921. Et là, il prend un temps, bien entendu, hein, vous savez ce que c'est, quand on est PDG ou quand on est supérieur, on laisse un temps comme ça pour laisser mijoter l'autre, donc il me laisse mijoter, effectivement, et je mijote, de veux dire. Et puis, au bout d'un moment, il lève les yeux, il me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Le tutoiement est immédiat. Il me tutoie immédiatement. Ouais. Moi, je peux pas, évidemment. Hein. Oui, il me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je dis « Je suis étudiant en droit. » Quelle année? 4e. Bon, très bien. « Et pour vivre, tu fais comment ?» Pour vivre, je viens d'accepter un boulot à mi-temps. Il est à mi-temps. Et il prend un temps, il me dit « Eh bien, moi, je te propose la même chose. À quoi tu gagnes ?» 1500 francs. À l'époque, c'est pas mal. Mais c'est rien, finalement, en gros. Bon. Il me dit, bon, à mi-temps, il prend un temps, il me dit, bon, ben moi, je t'engage à temps complet. Mais pour la même somme, et tu deviens mon assistant. T'as 5 minutes. Mais c'est comme ça hein, que ça se passe. C'est vraiment comme ça. Alors, évidemment, il y a un grand chamboulement dans la tête. C'est exactement... Il paraît que quand les gens tombent du 9e étage, ils revoient leur vie en quelques secondes. Moi, je revois la mienne en quelques secondes. Je me dis, mes parents, pas très fortunés, mon avenir... Certains, je n'aimais pas beaucoup non plus être étudiant en droit. J'aimais bien, mais sans plus. La musique, oui. La musique, oui. Et sans réfléchir, j'ai dit, j'ai pas besoin de 5 minutes. J'accepte. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a commencé immédiatement par un déjeuner. Et les déjeuners chez Barclay, c'était dans son appartement de l'avenue de Friedland, une salle décorée très exotique. Oui. Et il y avait le tout Paris tous les jours. Il y avait que des gens importants. Enfin, tout le monde du spectacle. Oui. Des gens, tous les gars qui faisaient la une des journaux et qui étaient à la télé, qui étaient dans le cinéma, il y avait donc, je me trouve en face de Jacques Martin,
Jean-Yann, qui travaillaient ensemble à l'époque. Ils faisaient une émission 1 égale 3 à la télévision. Exactement. Ils avaient annoncé qu'elle aurait 275 numéros. Elle a fini au 5e par censure. Non, mais c'était une radio libre. Ils faisaient n'importe quoi. Oui. Enfin, n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi. C'était très intelligent, bien sûr. Très fin et plein d'humour. Il y avait Henri Salvador. Il y avait... je ne sais plus qui, il y avait Bernard Pivot, qui à l'époque n'avait pas encore commencé ses émissions, mais qui était quand même déjà relativement connu. On me place à côté de Bernard Pivot. J'étais tétanisé et j'avais 21 ans. Tous avaient le double de mon âge, bien sûr, sauf la nouvelle femme d'Eddie Barclay qui s'appelait Béatrice. Et arrive Johnny Hallyday, qui n'avait que 4 ans de plus que moi. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de connivence, je dirais presque de complicité en face avec Johnny et avec Béatrice. Sous-entendu, on est un petit peu les enfants de ce déjeuner dont je garde un souvenir extrêmement précis. Et je crois que Béatrice a épousé ensuite Guy Marchand. Exact. Et il a été très heureux avec elle. Donc vous vous retrouvez dans ce déjeuner, qui est quand même assez hallucinant, et après, c'est beaucoup plus intime, puisque vous allez travailler avenue Charles de Gaulle, qui sont alors les bureaux d'Eddie Barclay, dans une petite cellule monacale. Oui, cellule monacale, exactement, 143, on appelait, à l'époque c'était avenue de Neuilly, Oui. on disait. Et c'était les bureaux Barclay, effectivement, et où les cellules artistiques se trouvaient au sous-sol. Il y avait un alignement de 4-5 petites cellules, très petites, munies d'un simple tour de disque. Moi, j'avais évidemment ajouté une guitare, un petit bureau, un téléphone, c'est tout ce qu'on avait. Et puis là, on était censé nourrir la maison Barclay. Oui, en même temps, au départ, vous êtes engagé sans savoir ce que vous allez faire, François Bernel. Parce que Barclay ne me donne aucune indication. La seule chose qu'il m'a dit, c'est rendez-vous le 1er septembre, 143 avenue de Neuilly, où là, évidemment, personne ne me connaît, il faut que je me présente, je vais voir le chef du personnel, enfin, un truc classique, et là, j'ai investi un petit bureau. Et après, que faire? Oui. Voilà. Répondre au téléphone, rendre des services. Quand il y a un téléphone, oui. Parce qu'au début, je savais pas trop quoi faire. J'étais chaperonné par un garçon qui s'appelait Gérard Cotte, et lequel était supposé diriger la cellule artistique, et qui me confie d'emblée une vingtaine d'artistes. Que faire avec ces gens? Voilà. Alors ensuite, il y a quand même eu vos premières créations de chansons avec Barclay et avec un poète qu'on a un peu trop oublié aujourd'hui. Ouais. Moi qui fais des chansons depuis bientôt 20 berges, comme d'autres s'amusent à faire des mots croisés, cultivant le jardin où Bernard fleurit ma Dimet, gamberge. qui a écrit en 20 minutes Syracuse, qui a écrit plein de chefs-d'œuvre, Ouais. et vous avez un jour chez Barclay travaillé avec lui. Ouais, parce que Eddie Barclay nous dit à tous les deux, enfin moi je retrouve, me dit, viens à 22h, je sais plus, avenue de Friedland, il faut qu'on travaille. Bon, d'accord, je viens. Arrive un garçon, il y a déjà un garçon que je connais pas, un barbu qui me paraît extrêmement sympathique, légèrement aviné, je dois dire, et qui s'appelle Bernard Dimet. C'est ce que vous décrivez comme, c'est un génie de l'écriture. Mais non seulement ça, mais moi je sympathise immédiatement avec cet homme qui est plus âgé que moi, bien sûr, et avec lequel j'essaye très modestement de faire des chansons, parce que l'idée de Barclay, c'était de nous réunir pour qu'on fasse des chansons, une dizaine de chansons, dit-il, et après on va dîner. Voilà. Bon, c'est son truc. Et ça marchait très bien. Et puis surtout, il vous présente la star des stars, Bardot. Bardot, c'est toute une mise en scène. Le bureau de Barclay était au premier étage. Au rez-de-chaussée, il y avait l'entrée avec le bureau administratif. Et puis, donc, en dessous, il y avait les cellules artistiques. Mon téléphone sonne, c'est toujours la même secrétaire. Monsieur Barclay veut vous voir, pouvez-vous monter? Ah, mais bien sûr, je monte immédiatement, 4 à 4. Et là, on a une lumière rouge, une lumière verte. La lumière rouge, vous pouvez pas rentrer. La lumière verte, vous pouvez rentrer. J'attends un petit peu et la lumière se met au vert. Et là, j'arrive dans un bureau. Et il y a le bureau, évidemment, d'Eddie Barclay. Mais la lumière est aveuglante. Elle me fait face. Face à moi, il y a Barclay qui est debout, avec son légendaire cigare, sa veste chamarrée, etc. Et sur le bureau, devant lui, il y a une forme allongée, avec des cheveux qui dépassent de l'extrémité, et avec des genoux légèrement repliés, comme ça, et des cuissardes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, Barclay dit, d'une façon très sentencieuse, « Tiens, Brigitte, voilà ton nouveau directeur artistique. » Vous vous souvenez comment il parlait? Oui, exactement, avec une petite voix comme ça. Il avait la bouche presque fermée comme ça, il était horripilant. Hein. Bon.
Et là, ça s'est passé vraiment. Moi, je me suis liquéfié sur place. Je sais même pas comment. Je suis sorti comme un automate. Où là, il a dit bon, Denis te donnera les coordonnées de Brigitte. Tu l'appelles et tu travailles avec elle. Et vous avez travaillé avec elle avenue Paul Doumer, et puis à Bazoches, dans cette bergerie qu'elle avait achetée et qu'elle a donnée aujourd'hui à ses animaux. C'est ça. Est-ce que Brigitte, je sais pas, tout de suite, ça a flashé. On est restés très amis. Même encore maintenant, je l'ai eu au téléphone il y a 4-5 jours. Voilà, elle a compris que je débutais. Oui. Donc très gentiment, elle m'a pris sous son aile, protectrice, et on a fait un bout de chemin ensemble. Et puis un jour, il y a un coursier qui vient vous voir dans votre bureau. Ça, je le croise dans le couloir. Ça va? Tu vas bien? T'es qui, toi? Daniel Guichard. Il était coursier à l'époque. Il était au stock, il était employé au stock de chez Barclay. Voilà. Parce que, bon, il avait un mentor qui s'appelait Hubert Ballet, qui était le directeur général de Barclay, et qui l'avait placé là. Il disait, celui-là, peut-être qu'un jour il fera quelque chose. Et il a fait quelque chose. Oui, mais il a eu du mal à l'époque, personne ne voulait de lui. Et un jour, il va voir Jean-Marie Rivière à l'Alcazar en disant j'ai des enfants à nourrir, j'ai pas d'argent. Et Rivière l'a pris non seulement pour l'aider, mais parce qu'il pensait qu'il avait du talent. Et Guichard a toujours été sympa avec Rivière. Chaque fois qu'il manquait quelqu'un, il venait. Exact. Tout est exact. Vous êtes parfaitement documenté. Et puis il y a le mon service cher militaire aussi. Alors, non mais oui, mais bon, à partir du moment où on commence à vendre des disques, Ouais. et on se dit tiens, ça mord. Ah oui, ça mord plutôt pas mal. On s'est dit mais pourquoi ils n'ont pas besoin de moi à l'armée. Surtout que je serais forcément un mauvais soldat. Donc j'ai tout fait pour me faire réformer, mais je n'ai finalement aucun effort à faire puisque je suis sujet aux coliques néphrétiques. On fait pas il n'y a pas de régime spécial. Et il y a quelqu'un de très célèbre qui s'est fait réformer de façon très bizarre, c'est Michel Polnareff. Il était à Montluçon et il faisait de la moto sans moto. Au bout de 3 jours, ils l'ont réformé. Alors ça, c'est le point de départ. Et puis, il y a eu quand même d'autres choses tout à fait personnelles. Et on va les évoquer avec vous à partir de la date du 24 décembre 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec François Bernem. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bernem. Nous parlons effectivement de votre livre Eddie Barclay et moi au Cherche Midi. On a commencé à évoquer votre arrivée chez Eddie Barclay. Mais je crois qu'un jour important chez Eddie Barclay, c'est le 24 décembre 1970, lorsque 24 heures sur la 2, le journal télévisé de la 2, diffuse pour la première fois cette chanson. Un reportage à la montagne avec des enfants, je ne sais pas si vous en souvenez, et ces chansons du tout. Et Noël 70, les Poppies. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué votre vie, parce que l'idée au départ est née d'Eddie Barclay, et vous avez travaillé derrière. Je travaillais avec Jacqueline Ehrenschmidt, qui était quelqu'un qui est malheureusement décédé, qui a beaucoup compté dans ma vie, et qui m'a, je dois dire, sauvé de la... Enfin, j'étais viré, hein. J'étais viré à cette époque-là parce que j'avais pas gagné assez d'argent. J'avais fait gagner assez d'argent à la société. C'est pas que j'avais un salaire important, mais bon, à l'époque, il y avait quand même un risque de faillite important chez Barclay et ça dégraissait. Oui. Hein, les gens, voilà. Je faisais partie de la charrette. Et elle a dit non, pas lui. Pas lui. Lui, c'était moi. Et alors, oui, Barclay a eu cette idée parce qu'il était à New York, il a vu un groupe de petits blacks qui chantaient des chansons, évidemment, antiracistes et qui engageaient, en tous les cas, des protest songs. Et il est arrivé il a dit pourquoi ne pas faire ça en France. Alors Jacqueline et moi, on a sauté sur l'idée, bien sûr. La chanson qu'on vient d'entendre, je l'ai moi composée en exactement 1 heure. Enfin, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour faire ça. Amoureux des voix d'enfants et amoureux aussi d'une certaine rébellion. Et de Woodstock. De Woodstock, parce qu'à l'époque, c'est Woodstock. À l'époque, on est dans la guerre au Vietnam, on est dans des troubles internationaux importants. Moi, je me suis dit que les enfants pouvaient pas non plus être indifférents à tout ce qui se passait. Les enfants, on les traitait un petit peu comme trop des enfants, je trouvais. Alors moi, je ne vais pas décrier, évidemment, critiquer les gens qui écrivaient des chansons, mais c'était des chansons pour enfants. Et moi, je me suis dit non, parce que
Là, sur les palissades, aux alentours, ils lisent des inscriptions, c'est pas des idiots, et ils sont concernés. Effectivement, en discutant avec eux, on a trouvé, Jacqueline et moi, qu'ils étaient très concernés. Donc très vite, on s'est dit, et si on faisait une chanson sur la trêve? Et si on leur demandait une trêve aux adultes, par la voix des enfants? Essayons un peu de les culpabiliser, ces imbéciles qui se foutent sur la gueule et qui font des morts un peu partout. Alors ça a donné Noël 70. Et il a fallu trouver la chorale, et là, ça a été aussi un marathon. On a cherché une chorale, évidemment, autour de Paris. On est allé à Bondy, on est allé un petit peu dans le sud de Paris aussi. Et puis, on est tombé sur la chorale d'Asnières, qui était dirigée par un garçon formidable qui s'appelait Jean Amoureux. Et là, ça a collé tout de suite. J'avais fait cette chanson et j'ai osé la chanter avec ma guitare devant les enfants et devant les parents. Et ça a marché. Alors là, tout de suite. Vous savez, c'est pour un compositeur ou un auteur, l'idée d'être repris tout de suite, ça veut dire, bon, allez, on y va, parce que là, ça peut marcher. Et la chanson a été un événement. Les Poppies, je crois, ça venait de pop, bien sûr, et c'est Jean Fernandez, un collaborateur de Barclay, qui a trouvé le nom. Dis donc, Jean, t'aurais pas une idée pour un groupe d'enfants? Si, les Poppies. Voilà, et c'est né comme ça. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils ont accompagné, j'ai vu une séquence de télévision où ils accompagnent Marcel Zadini dans Ma langue au chat. Alors bon. Alors, c'est peut-être pas les Poppies qui accompagnent, c'est pas les chanteurs d'Asnières. Ah non, c'est les Poppies. C'est marqué, c'est annoncé comme les Poppies. Donc c'est les chanteurs d'Asnières, mais les Poppies. Alors, il se trouve que le succès est immédiat de la chanson. Ah, c'est fou. Tout de suite, d'abord, c'est tout de suite programmé. Et je crois que c'est Arlette Tabar qui était la directrice des programmes à l'époque sur Europe, qui s'entiche de ce titre. C'est passé assez peu finalement, mais suffisamment en tous les cas pour déclencher un raz-de-marée. Un raz-de-marée total, mais c'est incroyable. En plus, personne ne sait que c'est vous, car la chanson est intitulée. Et l'auteur, c'est un certain Gilles Perram. Alors je l'ai eu au téléphone il y a peu de temps, il va bien, il est même en face de vous, mon cher Jacques. Mais non, mais parce que j'avais pris un pseudo, parce que je faisais l'étude de droit, si ça marche plus, la chanson, je vais retourner en droit. Je n'étais pas de gaieté de cœur. Et si on apprend, si je fais un procès et qu'on apprend que j'ai fait des chansons de variété, ça va peut-être donner un peu des arguments à mon adversaire à ce moment-là, si je plaide. Et j'allais loin quand même. En même temps, je sais que chez Barclay, François Bernheim, vous avez eu plusieurs pseudos. Il y a eu Alan Del, Frédéric Hubert, et il y a eu, vous avez fait partie d'un nombre incalculable de groupes. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire c'était Barclay, il adorait ça. Je vous raconte l'anecdote. Oui. C'est le Butch Cassidy et le Kid, le film vient de sortir. Ça fait un carton aux États-Unis, donc ça va faire un carton en France. Et il y a la musique. La musique, la chanson s'appelle Raindrops Keep Falling on My Head. Et c'est B.J. Thomas qui chante cette chanson. Et c'est vachement bien. Et là, on apprend que la chanson, la version française va être chantée par Sacha Distel. Toute la pluie tombe sur moi. Alors Barclay m'appelle, il me dit, écoute, c'est très simple, tu vas rentrer en studio, tu vas faire un playback, pas deux, un playback, et tu vas copier exactement le playback de la version originale américaine. Tu vas demander à un arrangeur, je convoque des musiciens, et il me dit, tu vas chanter sur le même playback la chanson en français et la chanson en anglais. Tu vois, on va sortir 2 45 tours sous deux noms différents qui seront pour l'anglais Alan Del, pour le français Frédéric Hubert, et puis on va mettre ça sur le marché et on va leur piquer 20 000 ventes. Voilà, et ça a marché. Ils ont piqué 20 000 ventes. Mais j'avais pas de contrat non plus. Alors il se trouve aussi, François Bernheim, qu'il a voulu faire de vous le chanteur masqué. Oh là là, mon Dieu, quand j'y pense. Heureusement que ça n'a pas vu le jour, cette histoire. Tu sais, on te masque, voilà, tu chantes un truc, on ferait faire une chanson par je ne sais quoi, tu la feras toi-même, et puis un jour, on enlève ton masque. Oui. J'ai dit, c'est tout? Il dit, c'est tout, oui. Voilà. C'est Masked Singer aujourd'hui, quoi. Mais il y a eu aussi le chanteur sans nom, c'était Roland Avlis, parce qu'il s'appelait le chanteur sans nom, et il faisait une carte de visite avec son nom. Roland Avlis. Ah oui, c'était extraordinaire. Là. Et puis il y a eu Édouard aussi à ce moment-là. Édouard, qui était Jean-Michel Riva, qui parodiait Antoine avec les hallucinations d'Édouard face aux élucubrations. Exactement. L'époque de Liberté, non? Exactement. Et la Liberté, ça a continué aussi avec une chanson qui a été reprise aujourd'hui encore, une autre chanson des Poppies. Non, rien n'a changé, tout a continué. Non, rien n'a changé, tout
Ça aussi, 2 millions de disques. Alors oui, c'est une suite logique. Oui. Comme les adultes n'avaient rien entendu, parce qu'ils sont assez stupides quand même, derrière leurs canons et leurs mitraillettes, on s'est dit, nous, enfants, parce que je me mettais dans la peau des enfants, on va leur rappeler quand même que depuis Noël, il ne s'est rien passé de l'intelligent. Voilà. Donc rien n'a changé, puisque vous ne voulez pas que les choses changent. Donc on l'écrit. Et cette chanson était enregistrée encore voici 1 an ou 2. Oui, exactement. Il y a eu pas mal de covers de cette chanson. Mais il y a aussi le fait que c'est devenu une espèce de collector et que parfois dans les soirées branchées ou dans les clubs branchés vers 3 du mat, il passe Alexandrie à Alexandra et non, rien n'a changé. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une série de concerts des Poppies accompagnés par le groupe Téléphone. Alors ça, oui, on cherchait, Jacqueline et moi, des jeunes pour accompagner les Poppies, parce que Johnny Stark avait engagé les Poppies en première partie de Mireille Mathieu. Et on cherchait un groupe de jeunes. Et le groupe de jeunes, on en additionnait pas mal. On a commencé par aller à Bourg-la-Reine, où on a rencontré le groupe qu'avait formé Jean-Jacques Goldman. Taifong, heureusement que vous êtes là. Et donc, évidemment, c'était pas possible. Et on est tombé sur des petits jeunes comme ça, boulevard Suchet, je me souviens, à Paris, oui. Où il y avait Jean-Louis Aubert, Daniel Roux et Richard Kolinka, et qui après ont fondé Téléphone. Exactement. Alors ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui vous doit aussi beaucoup, c'est Renaud. Parce que moi, je me souviens des débuts de Renaud à la Pizza du Marais, dans la Java sans joie, personne venait, il était déprimé, et vous avez produit les 2 premiers albums de Renaud. Absolument. Mais ça, personne ne venait le voir, c'est sûr. Ça, c'est une histoire absolument incroyable. Il était copain avec Coluche. Et puis Coluche débutait. C'est Lederman qui le produisait dans un club dans un truc qui s'appelait rue de Berry, qui s'appelait je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et Coluche était là. Et comme il aimait beaucoup Renaud, il l'avait mis en première partie où il lui chantait 3 chansons, Renaud, avec une guitare et un petit accordéon qui l'accompagnait. Et Jacqueline voit ça, elle me dit, attends, il faut quand même qu'on convoque ce garçon. Et ce garçon est venu dans notre bureau et il nous a chanté à la guitare ce qu'il chantait donc avec Coluche et qui était... alors il y avait des titres incroyables, Crève salope, Société tu m'auras pas, Camarade bourgeois, Germaine, une java ou un tango. C'était formidable. Je trouvais ça formidable. Nous avons trouvé ça formidable. On s'est dit, on y va là, on plonge. Il faut absolument faire quelque chose. Et on a produit ce premier album dans lequel il y avait Hexagone, qui est devenu après Collector, un classique de Renaud. Et puis après, on a enchaîné avec Les Béton. Alors, il y a aussi une autre chanteuse qui aujourd'hui vit aux États-Unis, loin de tout ça, qui écrit des musiques pour les séries, mais c'est aussi un immense succès. Et cette chanteuse, c'est Esther Galil. Le jour se lève sur ma peine. Ça aussi, ça a été, personne n'y croyait, ça a été un immense succès. Personne n'y croyait, mais le vice-président de Barclay, qui s'appelait Léo Missire, en réunion, alors qu'on faisait écouter ce truc avec Jacqueline en pellet de trouille, nous a dit, si ça vend 30 000, je démissionne. Oui. Bien. 1 million, quoi. Ben oui. Après, je me suis bien gardé de le lui rappeler en public, mais je lui ai rappelé en privé quand même. Et puis, comme vous avez l'oreille, vous avez un jour, François Bernen, trouvé une voix que personne ne connaissait. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand Car Patricia Cass, c'est vous aussi. Oui. Comment c'est né, ça? Joël Cartini, mon ami et homme du Nord, que j'avais fait engager chez Universal, Philips à l'époque, ou Phonogramme à l'époque. C'était un poisson pilote. Il disait, si jamais tu trouves quelque chose d'intéressant, préviens-moi. Il m'appelle. Et là, il y a une vidéocassette qui venait de l'Est et qui... Je vois cette vidéo avec cette fille qui a 16 ans, 17 ans, qui chantait dans un orchestre qui avait constitué ses frères, à l'époque sa famille. Elle chantait I'm Just a Gigolo, elle me chantait des trucs de Claude François, je trouvais ça extraordinaire. Sur la cassette, au dos, il y a un numéro de téléphone. J'appelle. Et je tombe sur une voix qui supposait être la maman de Patricia, qui est une Allemande, qui parle pas un mot de français, et moi non plus d'allemand. Et elle me dit que sa fille chante le lendemain dans une fête de la bière à Francfort. Et que si on veut venir, on est bienvenu. Joël et moi, on a pris la voiture. Et on est parti. Et là,
Je peux vous dire que une fête de la bière, vous savez ce que c'est forcément, Jacques, vous avez vécu ça, c'est quand même pas possible. Il faut le vivre une fois dans sa vie, avec des chopes de bière extraordinaires. Et au milieu de cette fournaise, parce que c'est bruyant, et ça chante, et ça danse, etc., il y a une petite scène. Et là, je dis à Joël, elle va arriver là, elle va se faire tuer. C'est pas possible. Et Patricia est arrivée à chanter sur playback, pas en playback, sur playback. Et là, le silence s'est fait, je veux dire, entre 30 secondes et 1 minute, elle a fait le silence. Et les chopes de bière sont restées en l'air, je peux vous le dire. Et là, je me suis dit, si elle fait silence dans ce genre de truc, elle peut le faire partout. Voilà. Et après, ça a été vous de la faire mousser, justement. Alors, exactement. Alors ça, c'est votre travail d'auteur, de compositeur, d'éditeur. Mais il y a aussi ce côté littéraire qu'on va évoquer à travers la date de la sortie de ce livre, le 24 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec François Bernem. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité François Bernem. On a évoqué votre passé et puis vos débuts chez Barclay. Et justement, vous avez sorti le 24 avril 2025, Eddie Barclay et moi. Écoutons la voix d'Eddie Barclay. C'est pas le nom de sa ville, c'est le nom de la ville, et pas de sa ville. Parce que aujourd'hui il est maire, demain il sera peut-être plus maire. Donc ça veut pas... Barclay, qui s'appelait Barclay, je crois, parce que c'était le nom d'une banque américaine. Il s'appelait Édouard Ruot. C'était sa deuxième épouse, Nicole, qui avait trouvé ce nom. Il trouvait qu'Édouard Ruot, qui est son nom d'origine, bon, ça sonnait pas très bien. Ça sonnait pas assez américain ni international. Voilà. Donc, Au Cherche Midi sort Eddie Barclay et moi, votre premier livre. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui, François Bernem? Eh bien, parce qu'à force de raconter les anecdotes sur lesquelles vous m'avez gentiment interrogé, Jacques, à force de les raconter à des gens, des proches, à ma famille, à Sandrine Saroche, avec laquelle je travaille, avec des gens. On m'a dit, mais pourquoi finalement? Parce que tu ne les écris pas, ces anecdotes. Pourquoi tu n'écris pas cette partie de ta vie qui est fondatrice? C'est vrai que c'est fondateur pour moi. C'est vrai que c'est grâce à cette partie de cette vie, grâce à ce mentor qui était Eddie Barclay, que j'ai pu après devenir producteur à part entière et de connaître ce métier pour lequel, évidemment, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de diplôme non plus. Et surtout, on découvre la personnalité d'Eddie Barclay parce qu'il a écrit ses mémoires, il a fait quelques livres, mais en même temps, c'est un homme très secret, qu'on prenait pour un flambeur et qui était un gros travailleur. Ben, c'est moi ce qui me frappait beaucoup, c'est que il n'y avait pas de fête sans travail. Le travail, c'était très important pour lui. Il exigeait beaucoup de ses collaborateurs, mais il avait raison de le faire, parce que chez Barclay, c'était pas une secte, mais c'était quand même quelque chose de très fort qu'il y avait dans cette société. On avait tous un œillet à la boutonnière. C'était le signe de ralliement. Il était hors de question, bien entendu, de faire autre chose que d'aimer, non pas le personnage, mais d'aimer travailler chez Barclay. Il y avait une continuité comme ça. C'est pas une dévotion non plus. C'était pas un gourou. On en a fait un gourou, mais c'était pas nous. Et la fête, c'était l'aboutissement de ça, parce que c'était un épicurien aussi, Eddie Barclay. Il fallait qu'à un moment, son travail serve à quelque chose. Et lui, eh ben oui, ça servait à la fête. Alors, il y en a qui entassent des billets et des comptes en banque. Lui, il faisait la fête. Voilà. Et en même temps, il symbolise une époque qui n'existe plus, des maisons de disques créées par des gens qui avaient le talent artistique et qui ne pensaient pas seulement au bilan de la fin d'année. Exactement, parce que lui, en plus, était propriétaire de sa société. Il était seul actionnaire de sa société. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Et c'est bien pour ça que des gens comme moi ont profité de cette autonomie pour accéder à la liberté de création. C'est très important d'être libre et de pouvoir... Moi, maintenant, je vois pas comment je pourrais travailler dans une maison de disques. Il faut passer par des tas de paliers, des tas de budgets, des tas de trucs. Et puis bon, il faut faire 300 000 vues sur Internet pour espérer avoir un rendez-vous dans une maison de disques. Je ne pourrais pas. Non, là, c'était l'instinct. Et d'ailleurs, Barclay était un visionnaire. On l'a appelé le roi du micro-sillon parce qu'avec Nicole, sa première femme, il a importé le micro-sillon en France. Oui, exact. Il est allé aux États-Unis, il a eu le courage d'aller aux États-Unis, de voir qu'il y avait une invention qui s'appelle le micro-sillon, il l'a ramené en France. Il l'a ramené avec les moyens du bord, je dois dire. Ils habitaient, Nicole et lui, dans un petit appartement de la rue Pergolèse à Paris. Bon, il entassait les micro-sillons dans la baignoire, il me l'a raconté, lui, ça. Et puis, il allait les livrer chez les grossistes à vélo. Exactement. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse n'importe... Voilà, qu'il fasse le temps qu'il faisait.
Et aux États-Unis, le micro-sillon, au départ, ça avait été créé uniquement pour les jukebox. Le commerce ne marchait pas, et c'est vraiment Barclay qui l'a lancé en France avec sa première femme. Et les femmes ont beaucoup compté dans sa vie. Bon, vous avez connu Béatrice, vous avez connu Marie-Christine, Bianca. C'était vraiment... J'ai connu Daniel aussi, oui. Daniel, il y a eu beaucoup... Les femmes ont été très importantes à son bras dans sa vie, mais parce qu'il n'aimait pas être seul. Alors la solitude, c'était un problème majeur. Une de ses dernières compagnes, qui est Lorraine de Roubaix, que je vois de temps en temps, me disait que il ne supportait pas de pas avoir d'amis, de copains. D'amis, je sais pas. Je crois qu'il n'avait qu'un seul ami, c'est Charles Aznavour. Un seul ami. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de contrat entre lui et Aznavour? Jamais, oui. Jamais de contrat écrit. C'est incroyable, oui. Ça. Hein, cette espèce de... Et même Brel, à la fin de sa vie, Brel lui a offert le truc des marquises, mais sans contrat. Oui, ils ont dit qu'ils avaient un contrat à vie, il était uniquement moral, parce que légalement, il n'y avait rien. Mais légalement, il n'y avait rien, non. C'était... Vous savez, vous pensez que c'est possible maintenant? Impossible aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible non plus, un personnage comme Barclay. C'est ça qui me manque un peu dans ce métier, cette espèce de folie quand même, qui n'était pas, contrairement à ce que d'autres ont dit, une espèce de prétention, de pied de nez à la pauvreté. C'était juste le fait qu'il fallait rire. Rire et s'amuser en mangeant bien et en buvant bien. Et en écoutant les autres, parce qu'il parlait peu dans ses déjeuners. Alors il parlait peu, il laissait parler les autres. Oui, il relançait, c'était un relanceur. Et en même temps, il y avait ces fêtes à Saint-Tropez. Quand il y avait une fête blanche, c'est une nuit blanche chez Barclay, il n'y avait plus un costume blanc à vendre dans Paris. Ah ben c'est exactement ça. Alors je peux vous dire qu'il y avait certaines personnes qui disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces fêtes ?» Oui, mais c'était les premiers à s'y précipiter, oui, bien sûr, et à prendre l'avion pour aller à Saint-Tropez. Je ne les blâme pas. En même temps, vous avez écrit une musique pour ces fêtes. Alors oui, il m'a dit un jour « Faut qu'on fasse une danse. » Oh là là, faut qu'on fasse une danse. Bon, parce que je vais faire une petite fête à Saint-Tropez, voilà, bon. Bah oui, mais bon, alors quoi? Alors j'ai pondu un truc, évidemment, un truc qui a moyennement vu le jour, je dois dire, et on s'est retrouvé comme ça au Cave du Roi. C'était la boîte, évidemment, à la mode à Saint-Tropez, et on s'est retrouvé avec... où tout le monde voisinait, il y avait Delon, il y avait Elton John, il y avait des gens comme... Il y avait Duke Ellington, qui dansait sur la chanson que j'avais écrite et qui n'était pas, je veux dire, quelque chose de très mémorable. Alors, il se trouve aussi que Barclay voulait tout le monde dans son écurie, et il était prêt à tout pour avoir Gainsbourg et quelques autres. Oui, il m'a engueulé parce que j'ai pas amené Véronique Sanson. Je me suis fait engueuler. Il dit, comment? Elle est chez Berger? Mais pourquoi? Non, elle était chez Bernard de Bosson. Oui. Non, je n'ai pas pu. Et Gainsbourg, c'est pareil. Il aurait voulu tout le monde. Mais il était très copain aussi avec Gainsbourg. C'est pas le problème. C'est que les choses de la nuit peuvent parfois déboucher sur des contrats, mais pas là. Là, vraiment pas. Mais vraiment, d'ailleurs, la nuit, il sortait beaucoup pour repérer des chanteurs. Ouais. Moi, je me souviens de Nino Ferrer qui m'avait dit un jour, il m'a repéré dans un club de jazz où je chantais. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Et il n'était pas le seul. Jacqueline aussi l'avait repéré, Nino. C'était un type formidable. Petite parenthèse. Avec qui vous avez travaillé aussi? Non, j'ai pas travaillé, j'aurais bien voulu. Nino, il m'a dit, j'aimerais maintenant refaire mes orchestrations. Il n'était pas le seul à faire ça. Il était dingue de Crosby, Stills, Nash & Young et des guitares acoustiques américaines ou californiennes. C'était bon. Et puis voilà, un jour on a réécouté ces trucs et puis il s'est mis à pleurer. J'ai dit, tu vois que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Aznavour a fait la même chose. Exactement. Il vous a proposé, vous avez refusé. Ouais, ben, c'est pas que j'ai refusé. Oui, c'est-à-dire je disais, écoutez, vous voyez, hein, Charles Aznavour, je vois pas ce que je pourrais amener de plus. Vous avez une telle émotion lorsque vous chantez la bohème ou comme ils disent ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vais rajouter une guitare électrique? Mais pourquoi faire? Ça va faire Jones? On s'en fout. Et puis vous avez vécu un jour un grand moment d'émotion grâce à cette chanson. Mais voir un ami pleurer, bien sûr, ces villes. Car vous avez vécu l'enregistrement de cette chanson, François Berner. Il y avait un directeur artistique qui s'appelait Richard Marsan, que j'aimais beaucoup, qui avait double de mon âge, mais avec lequel j'avais sympathisé un peu plus qu'avec les autres, et qui un jour me dit
viens au studio Hoche, j'ai quelque chose pour toi. Et là, je me suis retrouvé, évidemment, je ne savais pas pourquoi, arrive Brel. Moi, j'avais 22 ans, 23 ans, je me suis confondu avec le tissu des murs du studio, je me suis coutu dans un coin. Et voilà, j'ai vécu cet enregistrement, rien que d'y penser d'ailleurs, j'ai un peu les poils, comme on dit, parce que il est arrivé en grande, avec beaucoup d'humilité, mais aussi chargé d'énergie, comme c'est pas possible, alors qu'il était déjà... Je supposais qu'il était déjà un peu malade. Exact. Et il a fait 2 prises et ça a été terminé. 2 prises, ouais. Et après, il est reparti. Il est reparti. Je sais pas ce qu'il avait. Il me disait, j'ai un tournage, un truc comme ça. Il tourne peut-être. Je sais rien. C'est extraordinaire. Et il faut savoir aussi que il y a eu Brel et il y a eu les mariages de Barclay. Parce que les mariages de Barclay, je crois que vous en avez fait un seul. Moi, j'ai dû en faire 3 ou 4. C'était une tradition. C'était une fête permanente. Mariage voulait dire fête. Forcément, il y avait des fêtes aussi sans mariage. Mais il y avait mariage. Mariage voulait dire fête. Il était hors de question de faire un mariage avec 20 personnes et d'aller à la mairie de Neuilly et c'est tout. Non, il fallait faire autre chose. Donc on faisait... L'organisation était confiée à un garçon qui s'appelait Alain Marouedi, qui avait l'habitude d'organiser tout ça et qui avait des tas d'idées d'ailleurs là-dessus. Et d'ailleurs, moi, je me souviens de Francis Blanche envoyant 2 télégrammes à Eddie Barclay pour son 5e mariage. Je viendrai comme d'habitude et je ne serai pas là cette fois-ci, mais je serai là la prochaine fois. Ça n'avait pas beaucoup plu. Et puis, il y a dans votre livre une révélation, c'est que Eddie Barclay a échangé Brel contre Johnny. Alors, voilà. Johnny avait fait, au tout début de sa vie... il était, je sais pas, assez mal conseillé. En tous les cas, j'en sais rien. Mais bêtement, il avait signé 2 contrats, un chez Barclay et un chez, je crois que c'était Philips ou quelque chose comme ça, où il y avait Vogue. Enfin, il y avait Philips, je pense. Et c'est passé la chose suivante, c'est que Barclay a appelé le PDG de l'époque de Phonogramme. Ça, c'est Alain Marouedi qui m'a raconté l'histoire. Et finalement, il s'est passé la chose suivante. Je vous laisse Johnny, je prends Brel. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. C'est l'histoire belge. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Vous imaginez aujourd'hui ce genre de situation? Ben non, parce qu'il n'y a peut-être pas non plus les PDG qui ont autant de liberté ni d'humour, en tous les cas, pour faire les choses de cette façon. Et Barclay, un jour, il a fallu le quitter. Et je sais, en ayant lu votre livre, François Bernheim, qu'il n'aimait pas qu'on le quitte. Non, c'était lui le chef d'orchestre de tout. C'est-à-dire, c'est lui qui décidait, je m'en vais. Oui. Mais c'est lui qui décidait, je vous vire. Mais c'était pas lui qui voulait qu'on le quitte. Ah non, il n'aimait pas du tout qu'on le quitte. Ça a été douloureux. C'est douloureux, mais j'ai tenu bon, on a tenu bon. Avec Jacqueline, on s'est dit qu'on devait faire notre vie. C'est comme ça qu'on est parti, mais dans la douleur. Hein. Voilà. En même temps, que reste-t-il aujourd'hui d'Eddie Barclay, à part le nom? Son fils, Guillaume, qui lui perdure évidemment la mémoire de son père, qui est photographe, qui a tout un dossier, qui a des photos merveilleuses, etc. Et puis aussi peut-être... qu'il n'est pas totalement dans l'oubli, parce que, je veux dire, peut-être que on lui doit la liberté. J'emploie ce mot depuis longtemps, mais très franchement, et surtout le goût de la musique, le goût d'en faire, le goût d'inventer quelque chose. Et je crois que c'est lui qui... il a inventé le show et le bise. Exactement. Et il l'a fait en prenant tous les risques, puisqu'il est mort carrément ruiné. Il est mort ruiné, totalement, oui. Ce qu'on ne sait pas, car il est resté jusqu'au bout, il portait beau. Appartement en Viager, société vendue au groupe Philips, Phonogramme et Universal. Et puis, lui, il avait négocié, je crois, un salaire. Comme ça lui permettait de vivre, mais de vivre normal, je dis pas... Peut-être avec un salaire supérieur à un ouvrier, c'est sûr, à certains, mais en tous les cas, bien moins glorieusement qu'il ne l'avait fait. En même temps, ce livre est un document sur une époque qui a totalement disparu. Alors, parce que notre génération a vécu l'explosion d'une chanson française, mais très riche. Moi, quand je rentre chez Barclay, Aznavour vient de faire Comme ils disent, gros message à la communauté homosexuelle. Ferré vient de sortir cet extra. Delpech fait White is White et Pour un flirt. Ferrat,
doit faire La Montagne ou quelque chose de ce genre. Bref, il y a une espèce d'explosion de talent, et Aznavour, bien sûr, je l'ai cité, et explosion de talent qui marque vraiment une césure par rapport à ce qui va se passer après. C'est dire l'intérêt de lire ce livre, Eddie Barclay et moi au Cherche Midi. Merci de l'avoir écrit, François Berdem, et merci d'en parler aussi bien, d'être aussi à l'aise pour écrire que pour écrire des chansons. C'est gentil, c'est un grand compliment, je le prends comme un grand compliment, Jacques, venant de vous. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.